Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment bien dans son job. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Salahune, il est le fondateur de Comme une opportunité, c'est un jeu de mots, la mise en relation entre des projets et des entreprises, des communes qui ont besoin de revitaliser par exemple leur centre-ville. On fera le point avec lui justement sur ces enjeux de territoire. Le grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec les enjeux RH de la R&D, recherche et développement. On accueillera Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT. Vous ne connaissez pas cet acronyme, mais c'est très important puisqu'elle place des doctorants dans des projets industriels et innovants. On fera le point dans un contexte de projet de loi de finances un peu tendu. Elle sera notre invitée. Puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, la formation, et ça c'est un chiffre intéressant, CPF, moins de 3% des entreprises l'alimentent volontairement alors qu'elles y ont droit. On en parlera avec Jean-François Giré, le directeur général du CEREC, justement cet observatoire qui travaille sur tous ces enjeux de la formation. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de territoire, pour parler de projets entrepreneurial ou des projets d'artisanat et de bassin de vie. On en parle avec vous, Alexandre Salahune. Vous êtes le fondateur de Comme une opportunité. Jeu de mots, comme une opportunité. On voit bien le concept. C'est quoi le concept de Comme une opportunité? C'est de mettre en relation des territoires qui disent on a une dévitalisation de nos centres-villes, et de l'autre, des créateurs de projets qui disent « je ne trouve pas de territoire ». C'était bien ça à la base. Tout à fait, c'est tout à fait l'objectif premier de la plateforme, c'est de faciliter la mise en relation entre les bons interlocuteurs sur le territoire et les porteurs de projets qui ont l'objectif de lancer un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, qui ne savent pas forcément où s'installer. Nous, ce qu'on dit au territoire, c'est qu'une commune qui a été ciblée spécifiquement par un porteur de projet, la plateforme a peu d'intérêt. Le porteur de projet va aller solliciter la commune en direct. Mais on a beaucoup de porteurs de projets qui ne savent pas exactement où s'installer. C'est le cas du mari de Julie, à l'origine de la plateforme, qui souhaitait s'installer sur un quart nord-ouest de la France. Et donc, dans ce cas-là, en effet, la plateforme a tout son intérêt pour regrouper au même endroit porteurs de projets et collectivités. Aujourd'hui, vous avez fait, je crois, un check-up là, avant de venir dans l'émission pour faire un petit bilan des 6 ans écoulés. Combien de projets ont été inscrits sur la plateforme? Combien ont été validés? C'est plus compliqué. Et combien de communes se sont pluguées? Puisque tout l'intérêt, c'est de se pluguer à votre plateforme pour essayer de voir tous ceux qui s'y sont inscrits. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 communes depuis le lancement de la plateforme en 2019, avec lesquelles on a travaillé, communes ou collectivités. On a publié plus de 600 projets sur la plateforme. Là, à date, il y a à peu près 270-280 projets qui sont publiés à l'instant T. On travaille à peu près avec 200 communes pour le moment. C'est plus de 1000 échanges entre justement ces communes et ces porteurs de projets. Et on est sur une moyenne de 3 à 4 installations de porteurs de projets par an, ce qui semble assez peu, mais en fait, ces porteurs de projets, ça prend du temps à installer, en fait, après réellement, et à passer à l'action. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une porteuse de projet qui a validé son installation en mai de cette année avec une commune en Alsace, et l'ouverture entre les travaux, la partie administrative, ne se fera qu'au mieux courant décembre. D'accord, donc minimum 6 mois. Pour y voir clair, ceux qui se disent « tiens, j'ai envie de renverser la table, je suis cadre à Paris, j'en ai ras-le-bol, j'ai un super projet ». C'est quoi les projets? C'est des gens qui veulent ouvrir des commerces, c'est des gens qui veulent ouvrir des entreprises. C'est quoi le profil de ceux que vous accompagnez? Alors, il y a un peu de tout. Nous, on travaille justement sur tout secteur d'activité. C'était l'objectif de la plateforme, c'était de pouvoir vraiment centraliser dans un seul et même endroit tous ces projets. On va avoir beaucoup de commerces de bouche, donc de gens qui veulent reprendre ou créer des restaurants. Donc ça peut être des gens qui ont déjà des entreprises de leur côté et qui veulent changer de région, parfois. Changer de région. On a aussi des gens qui veulent changer de métier, donc qui se relocalisent et qui en profitent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut aussi avoir des entreprises qui cherchent des nouveaux locaux. On l'a eu au départ de la plateforme, par exemple, une entreprise qui était en région parisienne et qui souhaitait avoir d'autres locaux en province. On peut avoir aussi dans le domaine de la santé. Médecin, je crois. Médecin généraliste. On a eu une médecin qui s'est installée dans la Manche via la plateforme. C'est un sujet qui est très compliqué, la médecine, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins. Si on voulait répondre à l'intégralité des demandes des territoires. Ça serait presque une mono-activité. Hein. Alors, il y a des plateformes qui existent sur ce domaine, qui font que ça, et qui ont aussi les mêmes contraintes que nous.
Nous, l'objectif, c'était vraiment de ne pas se centraliser sur une seule et même activité, mais plutôt d'élargir. Je suis allé voir votre site, donc je m'inscris, hein, Oui. je me référence, Tout à fait. je donne le maximum d'informations sur le projet que je veux porter. Et puis ensuite, quoi, on attend, on a une relance, on a une validation humaine. Il y a Alors. quelqu'un qui nous dit, vous inquiétez pas, dans 15 jours, je vous trouve quelque chose. Comment ça marche? Alors, on n'est pas en mesure de donner ce genre de garantie, Ah non, je vous malheureusement, mets une j'aimerais pression bien. incroyable. Mais oui, c'est ça, en fait, pour les porteurs de projets, donc c'est gratuit, on peut s'inscrire sur la plateforme, renseigner toutes les informations du projet, donc en donnant un maximum d'informations. On n'est pas obligé de donner d'informations confidentielles pour autant, mais plus on donnera d'informations, plus ça donnera envie aux collectivités présentes. Il y a de la modération qui est faite de notre côté, parce qu'il faut que le projet colle à ce qu'on attend, c'est-à-dire une implantation physique sur le territoire. Et nous, ça nous permet de juger un minimum le sérieux du projet. Et après, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous-même solliciter toutes les communes qui sont sur la plateforme, J'y ai accès. voilà, directement, et trouver le bon interlocuteur sur le territoire, qui saura soit lui vous renseigner, soit vous rediriger éventuellement. D'où Et les échanges dont vous parliez, c'est-à-dire ça. je me connecte, je vais chercher, alors ça match ou ça matche pas, parce qu'en fait c'est tout l'intérêt de la plateforme, c'est du matching. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est le fonds de commerce, c'est que la mairie ne cède pas forcément la gratuité, parce qu'il y a tous ces enjeux-là en fait. Hein. Tout à fait. Alors, nous, on a beaucoup de collectivités, surtout les petites, qui sont prêtes à faire beaucoup d'efforts pour attirer des porteurs de projets. Ça va en effet de la gratuité du local, ça va de l'accompagnement sur les travaux, ça va de la réhabilitation de certains lieux. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et après, c'est aussi une question des fois de temporalité entre l'avancée du projet côté porteur et l'ambition de la collectivité. Ça va être de trouver les porteurs qui veulent venir dans la commune. Nous, par exemple, on travaille aujourd'hui avec la métropole européenne de Lille, qui est le plus gros territoire qu'on accompagne. Et la plus petite commune, c'est une commune dans les Hautes-Alpes qui a 250 habitants. Donc on a aussi des grosses disparités entre les territoires et donc entre les envies des porteurs de projets. Allez sur eh bien, cette plateforme comme une opportunité, c'est tout simple, vous avez juste à taper comme une opportunité, puis vous pouvez poser votre projet et faire matcher, aller à la rencontre des collectivités et peut-être de la région de vos rêves, parce qu'il y a un vrai sujet avant de nous quitter, il y a quand même des régions particulières plébiscitées où les gens... Alors, on a un peu de tout. Aujourd'hui, on a travaillé plus avec des communes de Bretagne. Il n'y a pas d'ambition particulière. Le but, c'est vraiment d'être d'origine. On a vraiment vocation à travailler sur la France entière. Mais on a toutes régions qui sont ciblées. Il faut savoir que sur les porteurs de projets qui se sont installés, on en a plus de 40% qui avaient défini au départ leur zone en indiquant France entière. Donc, qui se déclaraient vraiment mobiles et qui n'avaient pas ciblé une zone particulière. C'est pas le sud de la France ou la Bretagne qui est la plus belle région de France, comme on le sait. Merci Alexandre Salahune, vous êtes le fondateur de Commune Opportunité. Allez jeter un œil et inscrivez-vous si vous souhaitez déposer un projet. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on revient à un sujet plus technique, l'innovation, la recherche et le développement, les doctorants, tous ceux qui vont nourrir par leur savoir, leur intelligence, notre économie et donc notre compétitivité. On en parle, on accueille dans le cercle RH Clarisse Angelier. Elle est la déléguée générale de l'ANRT. Vous ne savez pas ce que c'est? Bon, on va tout vous dire, c'est tout de suite. Le cercle RH pour parler aujourd'hui d'un sujet important, technique certes, mais essentiel pour la vie de nos entreprises et d'une manière indirecte pour l'emploi. La R&D, la recherche et le développement, l'innovation, on en parle beaucoup. Dans un contexte, il faut le reconnaître, de projet de loi de finances tendu, où l'État cherche évidemment à faire des économies. Que fait-on de l'innovation et de la recherche et du développement? C'est un sujet d'ailleurs qui revient assez régulièrement dans le débat d'actualité. Et justement, pour en parler avec nous aujourd'hui, un grand entretien avec Clarisse Angelier. Bonjour Clarisse. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes déléguée générale de l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie. On reviendra évidemment sur cette association loi 1901, mais d'abord un petit mot sur vous, parce que on n'arrive pas comme cela, comme déléguée générale. Vous êtes vous-même un professeur, une chercheuse. Comment vous vous définiriez avant d'avoir pris les rênes de l'ANRT? Alors, je me définirais d'abord comme un ancien doctorant en chiffres, puisque l'ANRT... on va revenir sur l'acronyme. On y reviendra, mais quand même à aider au financement de mon doctorat. Et puis, oui, comme une passionnée de la recherche. Une scientifique ou une chercheuse? Alors, d'abord une scientifique. Scientifique. Sciences des matériaux? Oui, tout à fait. Juste pour ceux qui nous regardent, on a beaucoup de RH qui viennent des sciences complexes, comme vous les appelez. Et vous venez des sciences exactes, c'est comme ça que vous dites exact. C'est quoi la science des matériaux? La science des matériaux, c'est une science très intéressante parce que c'est le point triple
entre la métallurgie, c'est-à-dire l'étude de l'organisation de la matière, avec la relation des propriétés mécaniques macroscopiques, et puis aussi toute la physique et la chimie qui va avec. Donc c'est un endroit absolument intéressant où on passe en permanence du micro et du macro, ce qui nous transforme aussi mentalement quand on regarde les choses et on se reconnaît, les métallurgistes. Clarisse, je vais faire le pont d'ailleurs, parce que quand vous évoquez votre métier et presque votre passion, on voit bien que c'est le choix d'un matériau pour faire un bâtiment, un pont, un avion, avec toutes ces composantes micro, macro. C'est bien ça dont il est question. Et on passe d'un pas vers l'industrie. Justement, on passe vers la NRT. La NRT, alors en préparant l'émission, je me suis dit, c'est une organisation d'État. Vous me dites, mais pas du tout. C'est une organisation, c'est une association. Loi 1901, c'est bien ça. Privé. Tout à fait, qui vit du membership de ses 400 personnalités membres et de ces 13 000 personnalités physiques qui viennent de tous les secteurs d'activité, publics et privés, et qui recouvrent toutes les disciplines scientifiques. Et c'est ce qui fait sa richesse, puisqu'on peut regarder des grandes questions de science, des grandes questions d'organisation de la recherche, sur un plan absolument transsectoriel, ce qui fait que quand on s'adresse aux représentants gouvernementaux, décideurs politiques, eh bien, ils savent que nous avons un regard transpartisan, transsectoriel, qui n'est pas un regard de lobbyiste, même si on va défendre cette relation publique-privée pour la recherche et le développement. On va y venir parce que dans le projet de loi de finances et dans les débats idéologiques qui ont eu lieu à l'Assemblée, il y a toujours un débat sur cette relation entre le public et le privé que vous défendez, et on va l'entendre. Concrètement, là aujourd'hui, les memberships, comme vous les appelez, ceux qui contribuent, c'est qui? C'est les grandes entreprises, c'est Airbus, c'est les grandes marques industrielles? Alors, il y a les grandes marques, c'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié du CAC 40 et la moitié du SBF 120, qui sont évidemment les entreprises manufacturières ou du numérique, qui produisent des biens et des services, mais on a aussi une kyrielle d'ETI et de PME, de start-up, et puis quasiment tout le corps académique, parce que derrière la recherche et le développement, il y a évidemment les chercheurs du monde public. L'ANRT, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie, accompagne, et vous l'avez évoqué au début de cet entretien, parce que ça a été votre histoire, elle accompagne des doctorants, donc ceux qui ont la tête pleine des idées la plupart du temps, et qui parfois, on le dit, peinent à financer leurs études. Grâce à l'ANRT, et grâce aux chiffres dont on a parlé, ils vont pouvoir être accompagnés, rémunérés, c'est bien ça l'objectif, et vous allez les placer dans des entreprises. Alors, c'est un programme du ministère de la Recherche, il faut quand même le souligner. C'est un effort important sur le plan financier pour le ministère de la Recherche, une grosse ligne budgétaire, puisque nous avons 5000 doctorants en stock, si vous me permettez de le dire comme ça, qui couvrent tous les secteurs d'activité encore et toutes les disciplines. Effectivement, c'est un doctorat tout à fait passionnant, puisqu'il plonge le jeune doctorant, le doctorant, celui qui réalise sa thèse, dans un milieu bicultural qui se partage entre le monde académique, où comme tous les doctorants du monde, il va apprendre à faire de la recherche, mais en même temps, il est salarié d'une structure socio-économique. Salarié, on est précis. Salarié, CDD pendant CDI. 3 ans, tout à fait. Et donc, cette entreprise va lui confier comme mission de faire cette recherche. Mais cette recherche, évidemment, elle va et elle vient entre les intentions, les besoins, les projets stratégiques de l'entreprise, et puis cette faculté du monde académique de repousser le mur de la connaissance. Et cet attelage, cette alliance permet aux doctorants de devenir totalement biculturels et de développer de la recherche en n'oubliant pas qu'elle a pour vocation d'augmenter les savoirs et l'organisation de la société. Oui, il y a eu des débats politiques sur ce sujet. Les doctorants doivent faire de la recherche très académique et ne doivent pas mettre un pied dans l'entreprise. Ce débat-là, elle traverse la société. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs qui disent un doctorant ne doit pas être dans l'entreprise? Mais je réponds en fait que la recherche, elle se fait n'importe où. C'est-à-dire que c'est dénier cette réaction, c'est dénier le fait que le monde des entreprises ne puisse pas avoir des intentions de recherche. Donc, aussi bien dans les grandes que dans les petites, la question de recherche est la même, mais elle va se déployer avec des équipes qui sont soit des équipes privées, soit des équipes académiques, mais dans tous les cas, on fait de la recherche. D'ailleurs, dans la relation publique-privée et dans les débats, que ce soit les débats politiques ou un peu en marge des débats politiques, trop souvent, on
imagine que le secteur académique va répondre aux besoins de l'entreprise. Non, le monde de l'entreprise, c'est exactement ce dont il a besoin en manière de recherche et va demander l'appui du monde académique. Et c'est donc un dialogue. Ouais. C'est un dialogue permanent et c'est en ça que d'ailleurs les politiques doivent s'acculturer à ce dialogue pour mieux répondre à certaines de leurs questions. Quand même, c'est intéressant, le combat que vous menez, je parle bien d'un combat pour faire en sorte que ces doctorants, vos 5500 doctorants, trouvent une place et un épanouissement. On a beaucoup parlé de la fuite de nos cerveaux. Dans le classement de l'index innovation de l'OMPI, la France est au 35e rang. Enfin, et vous, ce chiffre, vous l'avez évidemment devant vous. On est très très loin du compte par rapport à d'autres pays développés, je pense aux États-Unis et plein d'autres. Comment vous expliquez ce 35e rang? Alors, on a d'abord, il ne faut pas confondre R&D et innovation. Ça, il y a un amalgame qui est fait depuis à peu près 25 ans, où on a un peu tendance à confondre les choses. Et puis, il faudrait, mais on n'a pas le temps, revenir à comment on déploie de la recherche dans une entreprise ou dans le monde académique. C'est vrai que la France a une véritable capacité de recherche. Et d'ailleurs, à l'étranger, pour ne citer qu'Oxford encore récemment, on me dit, vous avez des labos formidables. Et je pense qu'on a des formations et des labos qui sont formidables. Après, il faut effectivement mieux travailler, et ça vaut pour l'Europe aussi, ce passage entre ces nouvelles connaissances, ces développements, ces proof of concept, ces démonstrateurs, en des innovations marchandes qui croissent en France ou qui créent de la croissance en France ou en Europe. Et là, c'est là que le bal blesse. On ne l'a pas dit, Clarisse, la France est mal placée, mais les projets d'accompagnement du CIF, ce sont des entreprises françaises qui accompagnent nos doctorants. Non, je veux dire par là que Google ne peut pas. Alors, ce sont des entreprises établies en France. Ah, donc Google peut. Alors, Google ou Meta, pour citer qu'elles, en fait, elles n'en prennent pas par déontologie et pour éviter justement qu'on leur dise qu'elles en prennent. Ce qui est dommage. C'est dommage parce que leurs laboratoires de recherche, s'ils sont implantés en France, c'est justement parce que la science française est de très haute de qualité. Donc là, ce sont des débats un peu vains, quelque part. Ça fait du bien d'entendre Clarisse Angelier, secrétaire déléguée générale de l'NRT, qui nous dit « je suis à Oxford » et on nous dit qu'on a des super labos. Au moment où on est dans la sinistrose complète, on pense que la France se casse la figure. Comment vous expliquez finalement cette espèce de décalage entre ce que vous dit Oxford et ce que nous, on ressent de la qualité de nos laboratoires et de la difficulté qu'ont certains doctorants à trouver un emploi? Alors d'abord parce qu'on a du mal à transformer, en fait. On a cette difficulté à créer de la valeur à partir d'autres sciences. C'est pas récent. Hein, on nous la vole. On nous la pique. C'était vrai aussi à l'échelle européenne. Je renvoie au rapport de Mario Draghi. Hein. On a un problème de retour sur investissement en matière de création d'entreprises et surtout de croissance. Je renvoie aussi à la société Jolt qui est intervenue à la NRT il y a 8 jours et qui analyse ça extrêmement bien et qui a tout un panel de valeurs qui pourrait intéresser, donc sans faire de publicité, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils écrivent. Alors il y a ça, et puis parfois aussi, on se noie dans des petits sujets organisationnels, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire ensemble, à faire masse, à construire une équipe France de la recherche et du développement. Vos doctorants, ils sont ventilés, vous l'avez dit, dans plein de secteurs d'activité qui sont d'ailleurs en relation avec les membres de la NRT. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'IA, aujourd'hui, c'est l'environnement. Aujourd'hui, c'est quoi les grands sujets sur lesquels les doctorants s'impliquent, s'engagent? C'est tout. Tous les sujets. Absolument tous les sujets, des sujets de physique, des sujets de mathématiques. On a besoin de beaucoup de mathématiques, hein, que ce soit pour les finances, pour les deep tech. Oui, qu'on en revient à l'IA quand même. Pour l'IA, oui, mais pas que. On a l'agro, on a effectivement l'environnement, on a le médical qui s'est beaucoup instrumentalisé, et pas que pour des choses IA, aussi sur des concepts très physico-chimiques. Il y a tout. Il y a vraiment beaucoup. Il y a 25% de SHS, puisque nous en parlions. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des doctorants pour faire des sujets des sciences humaines et sociales. Donc, les fameuses sciences complexes. Les fameuses sciences du complexe. La science du complexe. On les embauche derrière, ensuite, nous qui sommes une émission emploi. Est-ce que derrière, évidemment, l'entreprise a tout intérêt à garder son doctorant, puisque c'est lui qui porte le savoir, ou est-ce que ce doctorant devient un entrepreneur qui devient lui-même prestataire de l'entreprise pour laquelle il travaille? Alors, on a 3 niveaux de réponse. On a 2/3 des doctorants qui restent dans l'entreprise où ils ont fait leur CIF, ce qui est un très bon score. On a
un quart à peu près qui vont dans le corps académique, qui veulent devenir professeurs, chercheurs. Et puis on a une dizaine de pourcents, ça oscille entre 8 et 14 selon les années, d'entrepreneurs. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient agiles, à l'aise dans le milieu privé, leur a sûrement donné plus d'étoffe pour créer leur propre entreprise. On a des créateurs, tout à fait. Ils l'ont vécu de l'intérieur. Avant de nous quitter, Clarisse Angelier, il y a un projet de loi de finances qui va revenir à l'Assemblée nationale, et vous le suivez, vous l'observez, inquiète sur les enjeux R&D, bien qu'il faille distinguer innovation et R&D. Inquiète, je dirais, de ce projet de loi de finances qui a plutôt une tendance à serrer la vis, justement sur ces sujets-là? Alors, inquiète sur le crédit d'impôt recherche, parce qu'il y a une mécompréhension de ce crédit qui, pourtant, facilite la vie des entreprises, les aide à s'implanter, à prendre des risques. Il faut savoir que faire de la recherche, c'est forcément avoir une attitude risquée dont on ne sait pas le ROI. Dans un monde très manichéen, ce risque devrait être pris par l'État. Le fait que le CIR soit de l'ordre de 30%, c'est un juste retour des choses dans un pays où les charges sont extrêmement importantes. Et on voit que l'arrêt de certains dispositifs dans le grand empire du CIR a conduit à des diminutions des coopérations de recherche. Donc oui, c'est inquiétant. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler, nous, de dialoguer avec les parlementaires pour leur faire comprendre ce que c'est que la recherche partenariale et son importance. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent et peut-être font même de la recherche dans leurs entreprises, ils ont le sentiment d'être criminalisés. Quand on parle de crédit impôt recherche, on a le sentiment que c'est de l'argent qui est volé à l'État pour en faire autre chose. C'est véritablement de l'argent fléché pour de la recherche, mais dans une recherche quoi? D'application. On transforme la recherche en business, parce que c'est ça le sujet. C'est pas des recherches d'application, c'est de la recherche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les entreprises sont capables de faire de la vraie recherche. La vraie recherche. Après, les fruits de cette recherche serviront à des applications dont on espère qu'elles profiteront à la société tout entière. Merci Clarisse Angelier d'être venue nous rendre visite et de nous avoir éclairé sur votre institution, parce que c'est une institution, Association Loi 1901, créée en 1953, l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Je suis allé d'ailleurs sur votre site, on est doctorant, on peut se référencer, puis on est accompagné évidemment par vos équipes pour devenir des doctorants impliqués, embarqués dans le monde de l'entreprise, petite, grande, moyenne ou start-up. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, j'accueille tout de suite mon invité, c'est Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission. On va parler du CPF et justement de la manière dont les entreprises s'en emparent. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de formation, pour parler du CPF, du compte personnalisé de formation, vous savez, ce qui vous donne accès à une formation individualisée. On en parle avec Jean-François Giré. Bonjour Jean-François. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directeur général du CEREC. On va parler avec vous de ce chiffre, commençons par le début, moins de 3% des entreprises alimentent volontairement ce CPF. Que se passe-t-il? D'abord, un petit mot quand même sur votre institution, parce qu'elle est importante, une sorte de tour de contrôle de données, d'observatoire qui est le CEREC. C'est quoi le CEREC exactement? Alors le CEREC, c'est un établissement public administratif sous double tutelle, ministère de l'Éducation et ministère du Travail. Et notre rôle, c'est de faire des études, des enquêtes sur la relation formation-emploi. Auprès des individus, on étudie les parcours, auprès des entreprises également, on étudie leurs pratiques RH, notamment dans le cadre de la formation. Voilà, globalement. Ce chiffre-là, il vous a surpris parce que le CPF s'est institutionnalisé, il y a eu beaucoup d'abus. Les choses se sont un peu resserrées, France Compétences a serré la vis. Il y a moins d'utilisation du CPF et pour autant, les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent abonder le CPF? Oui, effectivement, les entreprises ne savent pas pour différentes raisons. Et là encore, on parle des entreprises de plus de 10 salariés. Parce qu'effectivement, quand on parle des entreprises de moins de 10 salariés, les chiffres sont infimes. C'est moins de 0,1%, quoi. On voit une différence tout de même quand même entre les très grandes entreprises. Donc on voit bien que celles qui disposent d'un service RH, elles ont compris le système. Elles ont compris tout à fait le système. Le problème, effectivement, pour les autres qui ne savent pas, alors on a à peu près, dans notre étude, 70% des entreprises qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas ou peu le dispositif et donc qui n'y vont pas. Et ça, c'est réellement un problème. C'est le problème de premier ordre. Faisons un peu de pédagogie. On reviendra ensuite sur les stratégies RH et les objets de demande des salariés. Ça peut devenir des RH, ça peut devenir des salariés. La demande vient de plusieurs axes. Mais d'abord, l'outil en lui-même, pour que les RH qui nous regardent comprennent comment ça marche. Comment elles peuvent faire? Comment ça marche?
Alors, comment ça marche? Il faut effectivement, c'est un abonnement du CPF. Donc, les salariés reçoivent donc, le CPF Chaque année? chaque année. Et les entreprises ont la possibilité d'abonder ce compte personnel. 800 €, c'est ça? C'est ça. 800 € par an par salarié, on est d'accord? Oui, ça dépend, 500 ou 800. 800. Oui, voilà. Et en fonction de sa situation, si on est en situation de handicap ou pas. Tout à Et fait. l'entreprise peut abonder à combien? L'entreprise peut abonder à peu près, faut savoir, globalement, une entreprise, le budget d'abondement, c'est 25 000 €. 25 000 €. Alors, pas moins par salarié, évidemment, hein, mais globalement, on les abonde à peu près à 25 000 €. 25 000 € par an Oui, par an. pour l'ensemble des salariés. Pour l'ensemble des salariés. Donc, ce qui Ça, fait- ce qui fait une contribution qui Modeste. est modeste. Ça peut être 2 000 €, 3 000 €, effectivement. C'est déjà beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup, effectivement. C'est déjà beaucoup, effectivement. Les usages liés à la stratégie RH, soit l'entreprise décide d'elle-même de faire bouger ses compétences et donc elle va utiliser ou demander aux salariés d'utiliser son CPF, on est bien d'accord? Oui. Mais il y a aussi l'autre situation, c'est le salarié qui demande à être formé, on est bien d'accord? Tout à fait. Et là, effectivement, on a un peu des typologies d'usage du CPF différentes. Dans un cas, c'est à peu près 20%. C'est le salarié qui demande, et en fait, l'entreprise va effectivement sélectionner un peu le salarié, et forcément, ça crée des inégalités hein, derrière. C'est souvent des petites entreprises hein, qui voient arriver un salarié avec une demande précise, et donc, au cas par cas, l'entreprise va gérer ça et va accepter donc de doter le CPF. Vous qui avez un regard, je dirais, de chercheur, d'expert à travers le CEREC, est-ce que le CPF a encore de belles années devant lui ou est-ce que le CPF, en tant qu'outil de formation, est en difficulté? Le CPF n'est pas forcément en difficulté, c'est une expérience originale. Je ne pense pas que ça existe dans beaucoup de pays. Hein. A priori, il y a assez peu de pays où il y a ce choix individuel qui donne le choix individuel à avoir, effectivement, c'est ce portefeuille pour les salariés. Donc, c'est une expérience originale. Et donc, de mon point de vue, effectivement, c'est quand même assez intéressant s'il est pensé en termes également d'équité. Hein, parce qu'un des problèmes, on n'en a pas parlé jusque-là, c'est le fait qu'effectivement, tous les salariés n'ont pas les mêmes chances d'accès au CPF. Et que les moins qualifiés, pour différentes raisons, ont des difficultés. L'étude le montre assez bien, hein, c'est surtout les cadres qui bénéficient. Et ça, c'était un sujet posé avant le CPF. Le sujet est encore là après le CPF. On est d'accord? On est d'accord. Différentes raisons. Hein. Une raison simple, c'est une complexité technique. Il faut aller dans une plateforme en ligne, etc. Et donc, mettre sa carte d'identité, c'est très complexe hein, quand même. Oui, tout à fait. Et donc, forcément, c'est inégalitaire. Et après, deuxième point, certaines entreprises exigent un retour d'investissement et considèrent que le retour d'investissement le plus élevé est pour les cadres. Le fameux ROI, qui est toujours très difficile à évaluer pour une formation. Enfin, c'est pas le directeur général du CEREC qui dira le contraire. C'est très complexe d'évaluer le ROI d'une formation. C'est extrêmement complexe. Merci Jean-François Giret d'être venu nous rendre visite avec une pédagogie ici sur ce plateau et sur le terrain pour donner envie aux entreprises plus modestes de s'engager et d'abonder. Merci Jean-François Giret, directeur général du CEREC, qui est cet observatoire sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du Travail. Nous sommes très en retard. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, à toute l'équipe. Merci à Paul et merci à notre ami réalisateur aujourd'hui aux manettes. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.